à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, si je vous dis ChatGPT, Midjourney, des solutions d'intelligence artificielle qui s'imposent dans notre quotidien, bien sûr, mais au fait, les IA génératives, c'est quoi exactement? Définition d'un très gros mot tech, c'est à suivre. Elle a une idée derrière la tech, c'est Amélia Matar. Et Amélia, aujourd'hui, aux devoirs de vacances, tu préfères les lectures de vacances? Et oui, quelques devoirs effectivement composés uniquement de lecture. Vous commencez à me connaître un peu. Absolument, ça nous promet un bel été, tiens. Notre question du jour, justement, le 14 juin dernier, souvenez-vous, pour le bac philo, le philosophe Raphaël Enthoven lançait un match à ChatGPT, un défi, résultat humain 20. ChatGPT 11, des IA génératives qui ont pour le moins bouleversé cette année scolaire, vous l'avez vu avec nous tout au long de cette saison. Mais comment adapter l'enseignement face à leur développement? Et puis surtout, qu'en pensent vraiment les EdTech? On va en parler avec Catherine Vulpuer, vous êtes la cofondatrice d'Evidence B. Vous mettez l'IA et les sciences cognitives en action. Bonjour Catherine. Bonjour. Et puis Wassim Kalouache, vous êtes le cofondateur de Corollaire, également prof de machine learning au Wagon. Vous avez abandonné ces activités, le temps de lancer justement la start-up. Votre IA, en tout cas, fait gagner du temps aux enseignants et aux enseignantes. Bonjour à vous. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Et elles ont créé une des plus grandes d'ailleurs polémiques de la saison. Entre innovation et régulation, les IA génératives bousculent nos pratiques. Gros mot tech, tout de suite. La définition, c'est avec Xavier Terrade. Il y a quelques mois encore, le métaverse était sur toutes les lèvres. Désormais, ce sont les IA génératives qui sont omniprésentes. Parmi ces intelligences artificielles génératives, les plus prisées sont ChatGPT et Midjourney. Mais quelles sont-elles vraiment? Ces applications seraient-elles sur le point de ringardiser ou de supplanter Google et les autres moteurs de recherche? En janvier 2023, seulement 2 mois après son lancement, ChatGPT, pour Generative Pre-train Transformer, comptait déjà plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. En mars 2023, près de 200 millions de comptes avaient été créés pour accéder à ce prototype d'agent conversationnel. Cela consiste à dialoguer avec une intelligence artificielle. ChatGPT fait notamment sensation auprès des élèves car il est capable de répondre à de nombreuses questions. Il peut carrément se charger de rédiger des dissertations de philo, enfin presque. Du coup, j'ai copié le sujet, je suis allé sur une intelligence artificielle et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de rédiger le sujet pour moi. Alors la première version était pas top parce qu'il n'y avait pas d'exemple, du coup je lui ai simplement demandé de recommencer le travail en me mettant des citations et des exemples précis, et c'est ce qu'elle a fait. Ensuite j'ai trouvé que le travail était un peu court, du coup je lui ai demandé de le faire en plus long, alors elle l'a fait en plusieurs fois mais elle a réussi, l'intelligence artificielle, à me faire mon sujet de dissertation, ça faisait à peu près 2 pages en termes de longueur, et du coup ce que j'ai fait, ça m'a pris 2 minutes, j'ai copié-collé la dissertation de l'intelligence artificielle et je l'ai envoyé au prof de philo pour qu'il me note. Cela n'a pas totalement réussi au youtubeur de Novel Class qui a eu seulement 4 sur 20 à sa copie. Un véritable sujet problématique pour les enseignants car l'utilisation de ChatGPT a tendance à passer sous les écrans radars des détecteurs de plagiat, comme l'avait montré le professeur influenceur Yann Bouvier. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le soumettre à un détecteur de plagiat, copier. Il mouline. Bon, j'imagine qu'il y aura quand même forcément des passages plagiés parce que les informations, il ne peut pas les trouver tout seul. Plagiat 0%. Ok. Si ChatGPT est l'intelligence artificielle star pour le texte, en ce qui concerne l'image, des internautes peuvent compter sur Midjourney, utilisé notamment dans le milieu du cinéma. Avec ce programme d'intelligence artificielle créé en 2022, une simple requête textuelle permet d'obtenir l'image recherchée, une pratique posant de nombreuses questions de droit et qui n'a pas fini de faire débat. Et voilà pour cette définition qui est posée, ça tombe bien parce qu'on va continuer à en parler dans notre question du jour. Mais d'abord, Amélia, je rappelle que tu es aussi la cofondatrice de Coloris qui apprend la logique de l'algorithmie, du code aux enfants sans écran. Mais tu es en train de préparer une activité aussi sur les IA génératives. Alors une activité pour les plus grands, pour les 11-15 ans, qui s'appelle la fresque des écrans, basée sur le modèle des fresques du climat, etc., qui permet de comprendre effectivement la numérisation de notre société et notamment des apprentissages. Et effectivement, on aborde
aborde la question des IA génératives en questionnant les jeunes enfants, un peu plus grands, sur leur usage et quel usage intéressant ils peuvent en faire versus quel usage n'est pas adapté et n'est pas bénéfique à leurs apprentissages. Eh bien justement, que vous ayez entre 11 et 15 ans ou beaucoup plus, ça tombe bien, on va continuer à parler aujourd'hui de ces IA génératives, adaptive learning, machine learning. Comment y retrouver d'abord son intelligence à soi et puis surtout, qu'est-ce que les EdTech en pensent vraiment? C'est le talk, première partie. Et pour en parler justement avec nous aujourd'hui en plateau, Catherine de Vipierre, cofondatrice d'Evidence B, vous mettez l'IA, on se demandera exactement laquelle, et les sciences cognitives en action pour les élèves et pour les apprenants avec de l'adaptative learning. Wassim Kalouache, vous êtes le cofondateur de la toute nouvelle start-up Corollaire. Vous étiez également pro de machine learning au Wagon. Votre IA veut faire gagner du temps aux enseignants, vous nous direz comment. Et bien sûr, Amélia Matar, Amélia, tu sais que tu peux réagir à tout moment dans cette émission. Je voulais justement faire appel, Wassim, à votre savoir de pro de machine learning au Wagon. Je vais vous refaire chausser cette casquette l'espace d'un instant, parce que quand on parle d'intelligence artificielle appliquée au monde de l'éducation, en réalité, on parle de 50 nuances d'IA. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'impact de l'IA sur l'éducation, mais on ne parle pas assez de l'éducation à l'IA. Beaucoup de gens utilisent ChatGPT. Ça demande un certain temps d'apprentissage, de savoir s'en servir, de savoir écrire des bons prompts. On voit d'ailleurs des initiatives comme celle de Rocket School qui lancent des formations de prompt engineering, mais on ne parle pas assez de comment ça fonctionne, comment fonctionne un modèle, qu'est-ce qui fait fonctionner ChatGPT. Et finalement, quand on y pense, c'est un peu comme un enfant quand il apprend à lire et écrire ou à parler, c'est qu'il écoute beaucoup ce qui se passe autour de lui dans un premier temps, et puis dans un second temps, il va commencer à imiter. ChatGPT, c'est pareil. Il va beaucoup lire. Et en fait, c'est son entraînement. Il apprend à lire Wikipédia, il apprend à lire des sites d'actualité. Puis derrière, il va commencer à imiter. Donc, je vais commencer à écrire un bout de phrase. Et lui, derrière, il va chercher à terminer la phrase. Et c'est comme ça que fonctionne ChatGPT. C'est qu'il va essayer de trouver plusieurs séquences possibles. Et le champ des possibles, il est infini. Et il va avoir des modèles de mathématiques derrière. Et il va sélectionner la bonne suite. C'est comme ça que fonctionne ChatGPT, c'est qu'il apprend à lire et petit à petit, il apprend à écrire. Il apprend en faisant littéralement, il apprend aussi à partir des données qu'on lui donne, justement, à pouvoir digérer pour pouvoir reproduire ses suites, encore une fois, soit de phrases, soit de sons, soit d'images, quand on parle de Midjourney, qui est une IA générative qui va recomposer des images, par exemple. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que quand on parle de l'IA, qui est le cœur du réacteur de Corollaire, votre start-up, et quand on parle de l'IA qui est le cœur du réacteur d'Evidence B avec Catherine, on ne parle pas du tout des mêmes intelligences artificielles. Catherine. Alors effectivement, nous, ce n'est pas du tout une IA générative qu'on utilise pour l'instant, même si on regarde très fortement et on commence d'ailleurs à s'en servir. On a une thèse CIFRE chez nous qui a commencé à travailler, qui travaille avec l'INRIA Bordeaux en particulier, et qui a commencé à travailler sur la génération d'aide à la production de questions par les élèves eux-mêmes, parce que produire des questions, poser des questions, c'est apprendre en fait. Donc voilà, nous on regarde ça, mais c'est vrai que le cœur de notre réacteur aujourd'hui, c'est du machine learning, c'est de l'apprentissage par renforcement, et ça aide avant tout à la personnalisation des parcours, c'est-à-dire la possibilité pour cette IA d'aller comprendre ce qu'a compris ou pas compris l'élève, de plus en plus finement d'ailleurs pour ce qui nous concerne, et de proposer exactement le parcours d'exercice personnalisé qui convient à cet élève-là. Nous, on travaille sur les savoirs fondamentaux, le nombre, la maîtrise d'une langue, la grammaire, l'orthographe, etc. Et donc, comprendre ce que l'élève n'a pas compris, pouvoir lui pousser exactement l'exercice qui va lui permettre de progresser, c'est le type d'IA qu'on utilise. Donc, c'est de l'apprentissage par renforcement, un algorithme de la famille des bandits manchots qui a aussi été produit et créé par l'INRIA Bordeaux. Voilà, donc on travaille que à faire du transfert de recherche, donc voilà, et en milieu éducatif. Donc voilà, effectivement, il y a bien différentes sortes d'IA. On a aussi du clustering, là, davantage pour aider les enseignants, puisque à partir des traces qui sont laissées par tous les élèves, on peut faire donc de l'apprentissage non supervisé et de voir les traces qu'ont laissées les élèves, les groupes d'élèves qui se dessinent et qui vont permettre de renvoyer au professeur quelque chose qu'il ne pourrait absolument pas faire tout seul. Là, on rejoint l'utilité de l'IA, c'est-à-dire trouver des signaux faibles. Par exemple, quels sont les élèves qui, certes, avancent bien, mais en même temps travaillent plus ou moins vite, hésitent plus ou moins. Ça, c'est impossible de le détecter
à la main, j'allais dire, pour un humain. Et donc, effectivement, là, avec cet algorithme de clustering, on va renvoyer aux professeurs des clusters d'élèves, des groupes significatifs qui vont aider les enseignants à prendre des décisions pédagogiques. Donc voilà, l'IA, évidemment, dans sa diversité, elle est d'abord là, je pense qu'on va en discuter, mais avec des buts bien précis qui sortent de l'IA, en réalité. Votre intelligence artificielle, donc, elle va à la fois être une aide de prise à la décision pour les profs, pour pouvoir adapter leur pédagogie, pour les apprenants et les élèves aussi, savoir mieux se situer, savoir mieux pouvoir adapter un parcours pédagogique pour pouvoir enrichir justement leur savoir. Alors en maths, en langue étrangère, première langue vivante et deuxième langue vivante, si j'ai bien compris. Je rappelle que Évidence B s'appelle Évidence B parce que ça veut dire Evidence Based on Education. Vous faites de l'éducation qui est basée sur ces preuves et nourrie dans des laboratoires de recherche. On parlait de l'INRI à Bordeaux il y a un instant, mais il y a aussi l'incubateur Educate à Londres. Oui, absolument. Donc là, vous abordez un autre point. Chez nous, tout est evidence-based. Donc effectivement, avant peut-être de parler de Londres, en réalité, au commencement, pour nous, il n'y a pas d'IA. L'IA toute seule ne sert. Enfin, voilà, il faut savoir pourquoi on fait de l'IA. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. IA sans émotion, sans but dédié. Exactement. Là aussi, ne sert pas finalement. Voilà. Donc nous, au commencement, il y a la maîtrise des savoirs fondamentaux. C'est vraiment ça qui est majeur. Écrire, lire, compter, on en a besoin, on en aura besoin, avec ou sans machine. Et vous l'évoquiez à l'instant, la lecture, enfin voilà, et même sans écran. Et tout ça, c'est fondamental. Donc nous, on s'appuie sur cette volonté première. Il y a des difficultés dans tous les systèmes éducatifs sur ces savoirs fondamentaux. Il y a des études internationales, PISA, Teams, Pearls, etc. On va avoir en décembre les résultats français à nouveau de PISA. Je peux vous annoncer que ça ne va pas être formidable. Enfin, tout le monde le sait. C'est dommage parce que on a encore quelques mois pour se préparer. Non, direct. Voilà. Dès avant l'été, vous me dites non, il va pas falloir s'attendre à grand-chose pour décembre. Donc, on va se préparer. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et donc, nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Et effectivement, au commencement, il y a des recherches en sciences cognitives sur la manière dont le cerveau apprend, ce qu'on sait aujourd'hui sur la manière dont le cerveau apprend le nombre, la grammaire, etc. On sait des choses et nous, c'est avec ces labos qu'on travaille d'abord pour faire des typologies d'activités pour les élèves, pour qu'ils apprennent selon la veine du bois du cerveau, en quelque sorte, comment le nombre vient aux humains, comment les fractions viennent aux humains. On sait un petit peu des choses là-dessus. Donc nous, c'est ça qu'on fait et c'est après qu'il y a l'IA qui arrive, effectivement, pour aller personnaliser des parcours. On a tous 2 jambes pour marcher, on a tous un cerveau pour apprendre le nombre, mais on ne marche pas tous au même âge. Et face à une classe, un professeur a besoin de personnaliser, faire de l'adaptive learning, justement. Et l'IA, chez nous, elle sert d'abord à ça, à personnaliser, à bon escient. Voilà, donc vous voyez, il y a cet ordre-là, et c'est dans ce sens qu'on fait ce transfert de recherche. Et effectivement, tout vient de la recherche, les sciences cognitives, sur les savoirs fondamentaux, l'IA, les retours d'informations aussi, les tableaux de bord, et là, c'est de la métacognition. Voilà, donc c'est dans cet ordre-là. Et Educate, effectivement, que vous aviez nommé à Londres, pour revenir sur la question, c'est ce programme, en fait, d'accélération pour les EdTech qui a été monté il y a déjà plusieurs années, à l'époque où il y avait 3000 EdTech à Londres et il y en avait 200 en France. Donc, il y avait ce besoin, effectivement, de ne pas faire tout et n'importe quoi et d'articuler le monde des EdTech, de l'entreprise, le monde de la recherche et le monde des professeurs, de la pédagogie. Donc, c'est cette triangulation qu'on a suivie. Donc cette évidence qui fait ce trait d'union justement entre ces mondes, monde de la recherche, monde de l'éducation et puis monde aussi des startups et du numérique. Donc on l'a bien compris avec vous, des sciences cognitives et du machine learning pour proposer un apprentissage extrêmement personnalisé. Du côté de Corollaire, on utilise de l'IA générative, on l'a dit tout à l'heure ensemble, Wassim, mais là aussi, on corollaire, du coup, j'ai essayé de trouver un mot pour aller là-dessus. On va aussi faire corroborer cet outil IA, génératif s'il en est, avec une façon de se mettre aussi au service des enseignants et des enseignantes. Comment est-ce qu'on peut les aider à gagner du temps? C'est ça. L'IA est un outil. Et c'est pour ça qu'on s'appelle corollaire. C'est que c'est une métaphore. L'enseignant est le théorème, c'est ce qui est au centre. Il apporte son savoir-faire, il apporte ses ressources pédagogiques. Et nous, on est le corollaire du théorème. Donc, on apporte l'extension, on apporte les outils qui permettent d'étendre son contenu pédagogique à travers plusieurs outils. Notre vision chez Corollaire, c'est d'échanger énormément avec les enseignants, les instructeurs pédagogiques. Donc, de manière très régulière, on a des appels avec des enseignants qui sont très, très proactifs, qui cherchent de manière permanente des outils.
qu'ils soient d'ailleurs d'intelligence artificielle ou non. Enfin, la numérisation de manière générale est très importante. Et ils ont beaucoup d'idées. Les enseignants ont beaucoup d'idées, que ce soit dans les évaluations. Il y a beaucoup de tâches annexes qui prennent énormément de temps aux professeurs. Et finalement, un professeur, ça reste un performeur. C'est quelqu'un qui va transmettre de l'émotion, c'est quelqu'un qui va transmettre de la passion. On a tous des enseignants qui nous ont fait kiffer des matières ou détester des matières, je ne vais pas donner de nom. Non, certainement pas. Pas de name-dropping sur ce plateau. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tâches annexes qui peuvent permettre, avec de l'IA, de leur faire gagner beaucoup de temps. Créer des évaluations, corriger des évaluations, répondre à des questions qui sont annexes et pour lesquelles ils n'ont pas le temps de répondre à des questions des fois pendant les cours. Donc pour toutes ces tâches, nous, on va chercher des outils qui peuvent les aider avec de l'intelligence artificielle. On va donc automatiser un processus, si je comprends bien, dans une certaine partie de la charge de travail des enseignants, des enseignantes, pour leur permettre aussi de dégager du temps sur le rapport direct aux élèves, le fait de pouvoir se concentrer aussi, comme le fait Catherine avec Évidence B, pour l'apprentissage vraiment personnalisé de certains élèves, se concentrer sur cette relation, cette intermédiation prof-élève. Exactement, donner plus de temps aux professeurs pour qu'ils puissent bien préparer ses cours, maîtriser le savoir, préparer les réponses aux questions. Et oui, beaucoup de tâches annexes, les professeurs vous le diront. Typiquement, un professeur va devoir chaque année mettre à jour ses tests. Parce que les classes, d'année en année, vont se refiler les tests, pour tricher, etc. Ou encore même, au sein d'une même classe, il y a beaucoup de professeurs qui nous demandent « ça serait intéressant d'avoir plusieurs variations du même test ». Tout simplement parce que les voisins, ils trichent, les voisins trichent. Et si on arrive à générer plusieurs tests différents pour les élèves, ça permet aux professeurs d'éviter toutes ces triches. Bon alors, premier enseignement, ça veut dire que les élèves seront toujours plus malins que l'IA pour pouvoir tricher. Ça, c'est en effet une bonne remarque. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'encore une fois, ce que vous mettez dans les mains des professeurs, c'est un outil d'intelligence artificielle dont il ne faut pas qu'ils aient peur. C'est vrai qu'on a vu énormément d'écoles, et on y reviendra tout à l'heure plus en longueur, bannir ces IA génératives de leur salle de classe parce qu'elles pensaient à la triche potentielle des élèves. À aucun moment, elles n'ont pensé au fait que les enseignants et les enseignantes en avaient peut-être besoin. On voit deux types de réactions chez les enseignants. Et il y a ceux qui sont très très enthousiastes, qui nous laissent leur mail et qui sont très proactifs, qui veulent beaucoup échanger et qui ont beaucoup d'idées. Et il y a ceux qui ont peur de se faire remplacer. Et ça existe. Et pourtant, nous, on a la conviction profonde que l'IA, si elle est servie correctement, elle peut dégager beaucoup de temps et mettre encore plus en valeur le rôle de l'enseignant. S'il y a bien un métier, et ça c'est une conviction profonde que l'on a, qui ne se fera jamais remplacer par une IA, on pense profondément que c'est celui de l'enseignant. Et pourtant, les études se suivent et se ressemblent. Elles sont de plus en plus alarmantes pour ceux et celles qui voudraient croire au grand remplacement par les intelligences artificielles. Il y a notamment ce tout dernier rapport de McKinsey qui prévoit une automatisation par les intelligences artificielles au pluriel de nos métiers d'ici 2045 à 53%. Est-ce qu'il faut justement faire attention quand on lit ce chiffre, Wassim et Catherine? On lit bien une automatisation par l'IA à 53% de l'ensemble de ces métiers pour 2045, pas un remplacement. Oui, moi je rebondis complètement sur ce que vous disiez, Wassim, c'est-à-dire que effectivement, il faut donner, toute technologie depuis toujours a servi l'humain, a servi à lui faire gagner du temps pour revenir à des tâches plus intéressantes, plus centrales, plus passionnantes. Donc nous, on va dans le même sens que vous. Moi, je dis souvent que ce tutoriel intelligent qu'on propose aux élèves, c'est pour permettre aux professeurs effectivement de faire mieux leur métier, de revenir au cœur de métier. Moi, j'étais enseignante très longtemps. Quand je revenais avec mes copies corrigées, mes 100 copies de prépa, par exemple, j'avais qu'une envie, c'était de m'en débarrasser et j'avais plus le temps ni l'énergie de faire autre chose et vraiment qui était de faire le cœur de métier. Donc ça a toujours été comme ça. Moi, je pense souvent à la période de la Renaissance. Il y a eu des très très grandes innovations. Ceux qui avaient peur, ils ont perdu, en fait. Et c'est au contraire ceux qui se sont dit, si on pense à l'imprimerie, à la navigation, etc., qu'il y avait quelque chose à en tirer pour l'humain, qui ont gagné, qui ont permis d'aller plus loin. Et je crois qu'on est dans un moment un petit peu comme celui-là. Il faut savoir se servir de ces outils, en faire le meilleur, ça c'est certain, mais c'est évident que ça va aider les enseignants, en particulier les élèves, mais aussi les enseignants. Encore une fois, Wassim, il faut raison garder. Exactement.
Drop the mic. Ok, d'accord. Exactement. Vous parliez de vos copies. Mes parents, ils étaient profs de maths. Et je me rappelle, comme si c'était hier, qu'ils bricolaient des évaluations, des examens, en allant sur Internet, chercher des exercices à gauche, à droite. Parce qu'encore une fois, on doit mettre à jour nos évaluations chaque année. Et copier-coller, mettre en page. Tout ça, ce sont des tâches annexes pour lesquelles on peut leur faire gagner énormément de temps. Et effectivement, utiliser à bon escient, un professeur qui utilise de l'IA va être plus performant puisqu'il va pouvoir aménager son temps pour être meilleur devant les élèves qu'un professeur qui n'utilise pas de l'IA. Donc l'idée, c'est de s'améliorer et d'être le meilleur enseignant possible. Allez, de la renaissance des intelligences artificielles aux lumières des EdTech. On continue à en parler en deuxième partie de cette émission avec Wassim, Catherine et Amélia. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud. のファイルを読みます。岡田先生の年賀状を送ります。Reality is iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, oh yeah. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me. Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Catherine de Villepuyer pour Évidence B, de Wassim Kelouache pour Corollaire. On est aussi en compagnie d'Amélia Matar et ça tombe très bien puisqu'Amélia a une idée derrière la tech. Et oui Amélia, il va falloir se préparer à ouvrir ces cahiers de devoirs de vacances, mais tu nous proposes d'ouvrir autre chose pour cet été, des livres, tiens. Oui, absolument. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord dire que ceci est ma 40e chronique. Oh, joyeux anniversaire de chronique. Voilà. Tu ne les fais pas. Bon, tout le monde s'en moque probablement, mais j'avais envie de partager quand même ce petit émoi et d'en profiter pour remercier toute l'équipe de School TV et en particulier Marjorie et Édouard. Oh bah merci. Et Édouard me dit merci pour toi à l'oreillette. Je te le trouve. Donc, effectivement, avant la trêve estivale, je propose à nos téléspectateurs quelques lectures de vacances pour revenir à la rentrée avec un regard nouveau sur le monde et repartir du bon pied. Alors, par quelle lecture on ouvre cet été 2023 ? Alors d'abord, pour couper net avec le côté sérieux et contraignant du boulot et débuter vos vacances sur de franches rigolades, je vous conseille le premier roman de Fanny Ruet, Bien sûr que les Poissons ont froid, publié aux éditions L'Iconoclaste. Fanny Ruet est une humoriste belge, chroniqueuse sur France Inter, dont je suis très fan. Attention, ces chroniques ne doivent jamais être écoutées en présence d'enfants, je tiens à le préciser. Mais une fois ces précautions prises, profitez-en gaiement. Et dans son roman, j'ai eu le sentiment de retrouver sa drôlerie décalée, parfois trash, un peu grivoise, toujours juste et ancrée dans cette société pleine de réseaux sociaux et d'émojis. Bon, donc des lectures de vacances plus pour les parents que pour les enfants.
si je te comprends bien. On poursuit notre été avec quoi ensuite? Alors, je vous préviens, la suite est teintée de rencontres littéraires que j'ai faites à Carnac à l'Air Livre, le salon qui se tient à Carnac. Donc, ensuite, pour poursuivre sur du léger, je vous embarque dans les aventures palpitantes du marin breton Yann Kevardek, dans le roman La République des pirates de Jean-Marie Quéméner, récit trépidant et houleux comme les mers sur lesquelles il se joue, qui vous fera en plus réviser vos cours d'histoire, vous embarquer à Carnac en 1717 et peut-être ferez-vous vous aussi fortune de l'autre côté de l'océan. C'est très breton tout ça, en effet. Est-ce qu'on a d'autres lectures peut-être un peu plus studieuses pour préparer la rentrée? Parce que oui, il va falloir la préparer. Je sais, c'est dur. Absolument. Plus sérieux et tellement important. Je vous propose un récit d'immigration. Rappelons en préambule ces chiffres édifiants. Le dérèglement climatique va pousser sur les routes des millions et des millions d'enfants, de femmes et d'hommes, des êtres humains, des familles. On parle de 243 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. C'est vrai de tout temps, mais je crois que maintenant, plus que jamais, il y a urgence à s'ouvrir à l'autre, à son récit, à son humanité, à son parcours de vie, une vie aussi importante et précieuse que n'importe quelle autre, doit-on le préciser. Et pour cela, le premier roman Ajar Paris de Fanta Dramé est tout simplement parfait. Fanta raconte ici l'histoire de l'immigration de son père, depuis la Mauritanie jusqu'à la France. Elle nous dit, après quelques premiers chapitres, « Je savais bien entendu que mon père avait immigré en France dans les années 70, mais je n'avais jamais saisi la dimension de son parcours. » Tel un Rastignac du XXe siècle, il avait quitté son foyer pour tenter de réussir ailleurs. Un Rastignac premium même, parce que lui n'avait pas seulement quitté la province pour Paris, il avait quitté un village, un pays, un continent, une vie pour un hypothétique avenir prétendument meilleur en France. J'avais le sentiment d'avoir devant moi un authentique personnage de roman, le héros d'un récit initiatique. Je ferme la citation. Et le récit n'est pas initiatique que pour le héros, il est beaucoup pour le lecteur qui saisit pleinement effectivement la majesté de ses parcours absolument hors normes. Donc voilà. Je vais garder en mémoire, moi, la formule du Rastignac Premium. Comment est-ce qu'on finit cet été en beauté? Parce qu'il va vraiment falloir finir l'été en plus. Tu nous dis tout ça d'un coup, d'un seul. Vraiment, voilà. Non, mais ça nous promet de belles vacances. Alors, pour finir, oui, cet été en beauté et réviser vos classiques, enfin, c'est devenu pour moi un classique, je vous suggère Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Imaginez un monde où les enfants libres, autonomes, épanouis à l'école. Eh bien, c'est exactement ce que cet ouvrage propose en racontant l'expérience menée par Céline Alvarez en tant qu'institutrice d'une classe pendant 3 ans à Gennevilliers, en REP+. Dans ce livre, elle nous dévoile les secrets d'une éducation qui met en avant l'éveil, la bienveillance, l'autonomie. Fini les méthodes d'enseignement traditionnelles ennuyeuses, place à un environnement d'apprentissage où les enfants peuvent s'épanouir et avancer à leur propre rythme. Elle nous montre comment créer ce cadre favorable, basé sur l'observation, la confiance, l'adaptation aux besoins de chaque enfant. Une bonne lecture pour finir l'été et revenir sur les bancs de l'école en septembre avec envie et passion. Et ben voilà nos valises remplies de livres. Merci infiniment Amélia pour ces conseils. Je peux en suggérer. Mais bien sûr, parce que j'allais d'ailleurs vous proposer direct. Voilà. Non, comme Céline Alvarez, c'est pas très evidence-based. Moi, je reviens. Mais... non, effectivement, c'est peut-être pas une lecture de vacances, quoique. Il y a un livre absolument essentiel, je pense, sur l'intelligence artificielle, pas d'un point de vue technique, mais épistémologique, de Daniel Andler, qui s'appelle Intelligence humaine et intelligence artificielle, la double énigme, qui vient de paraître chez Gallimard et qui, de son point de vue, bon, Daniel Andler, c'est un académicien des sciences, il est créateur du département d'études cognitives à l'ENS Ulm et il est devenu spécialiste aussi, bien sûr, d'intelligence artificielle qui fait partie des sciences cognitives. Et en fait, il offre là un panorama assez complet, une pensée avec beaucoup de hauteur sur l'histoire de l'intelligence artificielle, ces 3 grands moments. On aborde le 3e grand moment. Et je trouve que c'est très intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui. Vraiment, c'est une lecture. Bon, c'est quelqu'un de très brillant. Hein, il fait partie de notre board et associé depuis le début. Mais il a réussi, je trouve, sur ce sujet difficile, à faire quelque chose d'assez simple à lire, malgré tout. Et accessible, parce que c'est bien la question qu'on essaie de travailler avec vous aujourd'hui, Wassim et Catherine. Comment mieux décoder ces intelligences artificielles, les utiliser dans l'éducation, revoir justement aussi la façon dont on peut mieux apprendre ou mieux aider à apprendre avec ces IA. Avant de redémarrer notre discussion, je vais quand même vous demander s'il y a un livre qui a changé votre vie d'ancien enseignant et enseignante. Alors, une lecture qui m'a
qui m'a vraiment bouleversé, moi, c'était entre la 3e et la 2e. C'était Le Rouge et le Noir de Stendhal. Absolument. L'ascension sociale de Julien Sorel à travers ses rencontres et qui devient un caméléon à travers ses rencontres à la fois avec les hommes et les femmes. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversé et qui m'a donné envie de continuer à lire. Je ne vais pas vous relancer avec un Julien Sorel Premium. Moi, cette idée, outre que ce livre sur l'intelligence artificielle, il y a vraiment, vous, un ouvrage, Catherine, qui a changé peut-être votre façon aussi d'enseigner? Je dirais, pour rejoindre quand même ce que vous dites, moi j'étais prof de lettres, donc forcément il n'y a pas un seul livre qui a compté dans c'est dur le choix que je vous demande de faire. Voilà. En revanche, effectivement, toute cette veine du roman d'apprentissage qui naît au XVIIIe, etc. Il y a la conviction profonde au moment des Lumières et même un petit peu avant que, en fait, en tant qu'humain, on a tous les outils nécessaires pour avancer dans la vie, pour progresser. C'est toute l'histoire de Julien Sorel et c'est toute l'histoire de beaucoup de héros. Finalement, on parlait de Rastignac tout à l'heure. Bon, on s'en moque souvent, mais voilà, le Paris me voilà. Enfin voilà, à nous deux Paris. Bon, c'est pour moi très émouvant en fait en tant qu'ancienne enseignante, c'est-à-dire on a des cohortes de petits, de plus ou moins petits, et en fait on sait qu'on peut leur donner toute leur chance. Voilà. Et nous, c'est pour ça qu'on a créé Évidence B. C'est vraiment l'idée qu'il y a le potentiel, les outils en chacun d'entre nous, pas forcément de devenir les fils, mais en tout cas de certainement pas avoir 4 de moyenne en maths en 4e, comme j'en ai vu bien souvent. Ça c'est juste impossible si vous voulez, et de donner à chacun sa chance. Voilà. Et donc toute cette littérature qui porte cette chance et cette énergie, effectivement, moi aussi, elle m'a beaucoup portée en fait dans mon histoire personnelle en fait. Ouais. Allez, à nous deux, l'IA, on continue d'être porté par l'intelligence artificielle et les EdTech. On continue, on parlait avec Wassim, avec Catherine et avec Amélia. C'est la deuxième partie du talk. Vous le savez, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Qu'en pensent vraiment les EdTech? Ce débat qui nous a tenus en haleine tout au long de cette saison. Wassim Kalouache pour Corollaire, Catherine Vulpuer pour Évidence B sont à nos côtés. Wassim, l'histoire de Corollaire, elle est absolument exceptionnelle parce que d'abord, la start-up existe depuis le mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, c'est une équipe de cofondateurs qui sont à la fois amoureux de l'enseignement, mais aussi de la technologie. Vous êtes vous-même, vous le disiez tout à l'heure, prof, fils de prof d'ailleurs. Vous avez été prof de machine learning au wagon, vous êtes polytechnicien. Votre associé Romain Morvan, lui, est convaincu du rôle essentiel, évidemment, de l'enseignant dans la mobilité sociale. Et il est aussi consultant senior data scientist. Ça veut dire que cette IA qui fait gagner du temps aux profs, vous l'avez vraiment pensé pour être un accélérateur d'intermédiation humaine et de valeur ajoutée? Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en définissant des cas d'usage très précis, il y a des tâches, on n'y pense même pas, mais un enseignant, c'est aussi un planificateur. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'appréciation, c'est quelqu'un qui écrit des lettres de recommandation, c'est quelqu'un qui écrit des évaluations, c'est quelqu'un qui corrige des évaluations. Donc toutes ces tâches, si on les définit bien et on définit un périmètre, un contexte très précis, on peut les aider à justement s'intéresser davantage à la pédagogie, à l'échange et à la transmission des émotions et de la passion. Donc notre vision chez Corollaire, c'est de permettre à ces enseignants-là de se concentrer là-dessus. Et c'est un accélérateur de temps, d'émotion et de concentration qui s'appuie aujourd'hui sur OpenAI, la fameuse, évidemment, entreprise de Sam Altman, et son outil ChatGPT 4, en l'occurrence. Aujourd'hui, vous travaillez sur ces systèmes-là parce que ce sont ceux qui existent, et c'est ceux qui vous permettent aussi d'entraîner, du coup, cet outil qui est Corollaire. L'idée, c'est peut-être, à terme, de pouvoir passer sur une technologie propriétaire, un ChatGPT qui pourrait être issu de laboratoires français ou européens? Exactement, ce qui s'est passé avec Mistral AI et l'équipe très très talentueuse de cofondateurs de Mistral, qui sont parmi les meilleurs chercheurs au monde sur les LLM. Un LLM, c'est vraiment un grand modèle de langue qui fait fonctionner ChatGPT. Forcément, voir des initiatives comme ça en France et en Europe de manière plus générale, c'est quelque chose qui est très très enthousiasmant pour des boîtes comme Corollaire. Aujourd'hui, effectivement, pour des soucis de vélocité, on va aller vite. On s'est connecté à l'API d'OpenAI, en l'occurrence GPT 3.5 Turbo. Ça fonctionne bien. En définissant des cas d'usage très précis, on obtient des évaluations qui peuvent être générées, qui sont assez satisfaisantes. Ouais. D'ailleurs, ce vendredi, il va y avoir un premier
test, une première évaluation en temps réel avec des élèves par un professeur. Il a généré 17 questions avec corollaire. Sur les 17, il en a choisi 16 pour son test. Donc on va voir ce que ça va donner. Oui, j'imagine que là, c'est une plongée dans le grand bain et dans l'outil en temps réel. Et exactement. On va voir ce que ça va donner. On va voir les copies. Oui. Et oui, ce qu'on voit, c'est que ChatGPT en soi fonctionne bien. Ça peut aider énormément les professeurs et les enseignants. Alors, on rappelle que Mistral AI, à laquelle vous faisiez référence justement, c'est cette sensation française dans le monde de l'IA générative, une entreprise qui n'existait pas il y a encore 2 mois, qui a levé 105 millions d'euros il y a à peine quelques jours, qui était mise en majesté notamment à Vivatech, sur un panel avec le président de la République Emmanuel Macron, et qui était montré en exemple en disant oui, on parle évidemment d'OpenAI. Sam Altman a fait une espèce de you-retour absolument incroyable pour à la fois demander peut-être un peu plus de sagesse quant au développement de ces technologies, mais aussi de la régulation. Il l'a fait notamment auprès, évidemment, de l'Élysée, mais aussi à Capitol Hill à Washington. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de se dire qu'on ne peut pas laisser finalement ces IA génératives répondre une souveraineté non européenne. C'est une question d'indépendance technologique, d'indépendance industrielle, culturelle aussi, Catherine ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on voit bien comment ces IA génératives ont eu des consignes, en fait. Elles ont été paramétrées par des humains qui correspondent à un univers culturel particulier, américain en l'occurrence, auquel on ne souscrit pas forcément. Donc c'est extrêmement important pour construire des contenus, d'avoir aussi quelque chose qui tienne compte de notre culture. Moi, j'ai essayé aussi on travaille, nous, à générer des contenus. On a des contenus très contraints puisque c'est designé par des chercheurs en sciences cognitives. Donc, par exemple, sur des contenus linguistiques, il faut certaines contraintes. Et on fait, par exemple, des modules de l'apprentissage de l'implicite. Hein. Vous voyez, ce qui est très important dans notre contexte, justement, par rapport aux fake news, etc. Et donc, j'ai essayé de faire produire à ChatGPT des contenus du style Tom pense que la Terre est plate. Bon, évidemment, pour pouvoir bien indiquer que dans un énoncé comme celui-là, c'est Tom qui affirme cette chose, qui la prétend comme vraie, mais que bien sûr, elle n'est pas vraie. Eh bien, ChatGPT a refusé de me produire. Alors évidemment, je sais qu'il faut savoir prompter différemment pour pouvoir obtenir un résultat. Ce que je veux dire par là, c'est que... Donc ChatGPT n'est pas platiste, déjà c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, pour justement construire l'esprit critique, il y a besoin de produire des énoncés comme celui que j'ai formulé pour pouvoir construire une argumentation. Voilà, c'est un petit exemple un petit peu caricatural évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire effectivement des outils qui correspondent aussi à notre culture. C'est un enjeu là aussi pour vous, Corollaire. Il y a beaucoup de biais dans l'IA. Absolument, c'est aussi un enjeu pour pouvoir corriger. C'est bien, encore une fois, aujourd'hui, ces modèles d'OpenAI sont entraînés sur un volume de données qui est assez massif, qui est en plusieurs langues aussi, mais qui a été d'abord pensé en anglais. C'est important de pouvoir aussi le penser dans d'autres langues, voire la francophonie. Encore une fois, Emmanuel Macron en parlait beaucoup sur la scène de Vivatech il y a encore quelques jours. Cette indépendance culturelle, elle est nécessaire pour corriger ces biais potentiels d'intelligence artificielle. Effectivement, on voit beaucoup de choses se dérouler à la fois dans le monde de l'open source. Donc il y a des modèles comme le Falcon, comme le Llama, qui sont accessibles à tous, qu'on peut entraîner sur nos propres machines et pour être soi-même propriétaire de ce qui se passe derrière les machines. Ce qu'on peut voir, effectivement, c'est ce que vous le dites, c'est que plus on donne de contexte dans le prompt, plus on est assertif et plus on est satisfait du résultat. Donc l'idée, c'est que lorsque on demande à l'IA de nous écrire quelque chose, c'est qu'on lui donne un maximum d'éléments pour qu'on ait le meilleur contenu possible. Effectivement, c'est pour ça que du non-match en fait, entre Raphaël Enthoven et ChatGPT, c'est parce que aussi le prompt qui a été utilisé n'a pas été suffisamment riche. Avec d'autres prompts, avec beaucoup plus de contexte et beaucoup plus d'éléments, le 11 sur 20 aurait peut-être été un 18. Donc, effectivement, ça dépend de l'utilisation et il y a une vraie éducation à l'utilisation de l'IA générative à faire et à fournir. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que là aussi, il y a quelques jours, Yann LeCun, qui est aujourd'hui le Chief AI Scientist de Meta, qui est un de nos plus grands penseurs d'intelligence artificielle, qui est français, je le rappelle quand même, au départ, qui a fait partie de cette fuite de cerveau massif des scientifiques français vers les big tech américaines, disait là aussi sur scène que les IA génératives, c'était
était peut-être déjà du passé et qu'en l'occurrence, Meta était en train de travailler sur un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle JPA, Joint Embedded Predictive Architecture. Je vous regarde aussi parce que je sais que vous connaissez aussi ce modèle de langage et qui, en l'occurrence, est peut-être un peu plus adapté aujourd'hui à ce qu'on pourrait imaginer d'une intelligence artificielle générative, nouvelle génération, puisque au lieu d'apprendre par accumulation de données, elle va apprendre par comparaison comme le ferait un cerveau humain. Donc elle peut faire non seulement une curation des informations qu'on lui propose et des datas qu'on lui propose de pouvoir engranger, mais ensuite elle va travailler par comparaison et pouvoir se dire oui, je peux développer cette pensée, ou non, je ne le peux pas, parce que par comparaison, voilà ce qui peut se passer. On n'en sait pas beaucoup plus, pour être très honnête, sur cette fameux nouveau modèle d'IA proposé par Meta, mais les IA génératives, c'est déjà du passé ? Non, pas du tout. C'est le présent et l'avenir, mais il faut garder en tête aussi, et on n'en parle pas assez, mais de la prise de conscience écologique de l'impact de ces modèles. Absolument. Aujourd'hui, GPT-3, donc qui est l'ancien modèle qui faisait fonctionner la première version de ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres. C'est énorme. GPT-4, c'est 1000 fois plus. Donc c'est 175 milliers de milliards. Et on n'est pas près de voir GPT-5 qui, selon Sam Altman, pourrait s'approcher plus aussi d'un modèle de neurones qui serait plus près aussi d'un fonctionnement d'une intelligence humaine. Exactement. Et vous parliez de Yann Lequin, et il y a quelque chose qui est intéressant dans le papier de Yama qu'ils ont publié, donc leur modèle de GenAI. On voit qu'il y a une vraie prise de conscience de cette quantité de paramètres qui est énorme et qu'il y a une vraie vision de rendre les modèles plus light, plus légers, avec beaucoup moins de paramètres, pour à la fois des économies financières, mais surtout des économies écologiques. Quand je vous entends parler si bien, messieurs, dames, d'intelligence artificielle, je voudrais quand même qu'on puisse un peu éclaircir aussi l'esprit, peut-être des enseignants, des enseignantes qui nous regardent. On n'a pas besoin d'être un supra-spécialiste de l'IA pour pouvoir s'en servir. Non. Il suffit d'aller sur une fenêtre de chat et d'échanger avec la machine. Et petit à petit, on s'y met. Il y a des librairies de prompts qui sont disponibles. Il y a énormément d'enseignants qui construisent leur librairie de prompts pour à la fois créer des évaluations, etc. Donc non, il y a des vraies prises d'initiative et ça, c'est une bonne manière d'apprendre aussi, simplement d'échanger avec la machine. C'est pas besoin de savoir coder, juste besoin de s'y intéresser. Autre donnée pour les EdTech là, qui pourraient nous regarder aussi, on a l'impression que par saison de levée de fonds, il y a des buzzwords qui évidemment viennent de ces technologies et de ce vocabulaire des écosystèmes tech qu'il faut forcément placer dans son pitch pour pouvoir lever des fonds. Le mot de la saison, c'est forcément IA générative et IA tout court. Je sais qu'Evidence B a levé à nouveau des fonds au mois de novembre dernier, 4 millions d'euros s'il en est. Vous vous préparez peut-être aussi à une prochaine levée de fonds. L'idée, c'est de pouvoir, là aussi, continuer à pouvoir entraîner ces modèles, aller chercher aussi des talents. Pour corollaire, la levée de fonds pourrait arriver dans les mois à venir. L'idée, c'est de recruter, d'accélérer sur tous vos sujets. Aujourd'hui, il faut mettre IA dans son pitch pour pouvoir aller séduire les investisseurs. Alors, je crois que les investisseurs ne sont pas dupes. Ils savent très bien que s'il y a un prétexte pour accéder à eux, ils regardent de beaucoup plus près. Je sais qu'Edu Capital, en effet, qui nous accompagne désormais depuis le mois de novembre, reçoit beaucoup de pitch avec de l'IA. Ils regardent de beaucoup plus près. Ils savent très bien à quoi s'en tenir. Donc, il ne faut pas que ce soit un prétexte. Il faut que ce soit à bon escient. Il faut qu'il y ait une proposition de valeur qui soit là et un bon usage de l'IA aussi. Donc, c'est pas, je ne crois pas du tout que ce soit un buzzword, en fait. Et puis, ils savent décrypter aussi. Il y a toutes les sauces. C'est pas parce qu'il y a de la personnalisation qu'il y a de l'IA. Et voilà, enfin, bon, faut savoir distinguer les systèmes experts de choses qui sont vraiment de l'IA. Voilà, je sais pas, je pense que vous avez aussi votre... Et on fait un clin d'œil à Marie-Christine Levé pour Edu Capital, qui est une habituée aussi de cette émission. Wassim, encore une fois, pour corollaire, l'équation est un peu différente parce que vous êtes sur le début, justement, peut-être d'une levée de fonds pour pouvoir accélérer cette croissance et ces modèles proposés. Là, vous allez plutôt vous adresser à des investisseurs en seed. Vraiment, c'est le tout premier stade, c'est le early stage, comme on dit dans le vocabulaire des investisseurs. L'IA aujourd'hui, même en early stage, ça peut fonctionner, d'autant plus que c'est un segment qui marche bien dans un contexte de levée de fonds qui est compliqué aujourd'hui. L'IA est devenue tellement accessible, il suffit d'écrire 3 lignes de code et on se connecte à l'API d'OpenAI, que ce n'est plus c'est pas du tout un argument. Dire qu'on fait de l'IA aujourd'hui, ça ne veut
plus dire grand-chose. Donc, ce qui est intéressant et ce qu'on vend surtout d'abord aux clients ou aux utilisateurs et dans un second temps au VC, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est quelle est notre vision, pourquoi on s'en sert. Donc notre mission, c'est pas de vendre de l'IA. Notre mission, c'est de rendre l'éducation personnalisée la plus accessible possible au plus grand nombre. Donc à travers différents outils, la création d'évaluations, permettre à l'enseignant de gagner du temps, etc. Donc la question, c'est quelle est votre mission et pas ce que vous faites avec l'IA. Quand l'IA booste l'éducation, corollaire avec Wassim d'un côté, Évidence B avec Catherine de l'autre. Aujourd'hui, vous ont exposé leur perspective. Non, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Elle peut même vous aider. Tiens, c'est marrant. Amélia Matar, merci évidemment, comme toujours, pour tes idées, pour cette liste absolument incroyable d'ouvrages à se procurer pour cet été. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.